Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'information. Voici les titres de l'actualité. La création d'un tribunal pour juger les crimes des deux guerres civiles se précise au Libéria. Le Sénat a donné son aval ce mardi. Le texte sera de nouveau examiné par l'Assemblée nationale qui devra l'actualiser avec les modifications des sénateurs. La Guinée œuvre pour libérer son potentiel agricole, un secteur qui pour l'heure ne contribuerait au PIB qu'à hauteur de 25%. Les autorités travaillent donc sur sa transformation pour favoriser la création d'emplois. Et puis découverte au Cap-Vert de Cidade Vela, la première ville coloniale fondée par les Européens sous les tropiques, un lieu chargé d'histoire qui nous amène sur les traces de l'esclavage. Mais tout d'abord, l'appel à la manifestation lancé par l'opposition togolaise. Elle a appelé ce jeudi ses partisans à se mobiliser ces 12 et 13 avril, et ce malgré l'interdiction des autorités en raison du non-respect de la loi sur les manifestations publiques. Mais l'opposition entend maintenir cette marche pour dire non à la nouvelle constitution, un texte qui fait basculer l'actuel régime présidentiel en un régime parlementaire. Cette nouvelle constitution est perçue par l'opposition comme un coup de force constitutionnelle. Face à de telles contestations, les élections législatives et régionales ont une nouvelle fois été reportées. Le temps pour les députés de mener des consultations sur ce texte. Initialement prévu le 20 avril, ces élections se tiendront finalement le 29 du même mois. 27 voix sur 29 en sa faveur. Au Libéria, les sénateurs ont approuvé un texte relatif à la création d'un tribunal. La juridiction devra juger les crimes perpétrés lors des deux guerres civiles, des conflits qui entre 1989 et 2003 ont fait quelques 250 000 morts. Une période noire de l'histoire où viols, mutilations ou encore actes de cannibalisme ont aussi été commis. Marie-Raphaël Antolo. Au Libéria, le gouvernement envisage créer un tribunal pour crimes de guerre destiné à rendre justice aux victimes de graves abus commis lors des deux guerres civiles. La résolution y afférente proposée par le chef de l'État Joseph Boakai a été adoptée mardi 9 avril 2024 par le Sénat avec 27 voix sur 29. Cette décision a d'ailleurs été saluée par les militants et les groupes de la société civile qui ont appelé à davantage de responsabilités pour les crimes commis au cours des deux guerres civiles entre 1989 et 2003. Le Libéria veut revisiter son passé douloureux en raison de ces différentes guerres civiles que ce pays a connues. Il faut déjà comprendre que c'est une promesse de campagne du président Joseph Boakai. Elle avait promis aux Libériens d'aller vers la justice et la justice pouvoir accorder évidemment le chemin vers la réconciliation en tant que telle. Entre 1989 et 2003, environ 250 000 personnes ont été tuées dans des conflits qui comprenaient des massacres, des viols et l'utilisation des enfants soldats. Un comité vérité et réconciliation avait d'ailleurs demandé la création d'un tribunal spécial pour traduire en justice les responsables présumés, mais aucune mesure concrète n'a été prise jusqu'à cette date annoncée selon les autorités. La question qui se pose aujourd'hui, c'est le financement de ce tribunal-là. On sait déjà que le Libéria reste affecté au plan économique avec la gouvernance de George Weah qui est une gouvernance très, très difficile. La deuxième question qui se pose, c'est la collaboration des anciens seigneurs de guerre qui sont malheureusement aujourd'hui reconvertis en hommes politiques et qui sont aujourd'hui au Sénat, dans le Sénat libérien. Selon des sources locales, certains Libériens se sont opposés à la création de ces tribunaux, affirmant qu'elle risque de rouvrir de vieilles blessures et pourrait saper une loi d'amnistie existante qui a contribué à mettre fin au combat. Toutefois, une fois opérationnel, le tribunal fonctionnerait conformément aux normes internationales avec le soutien des institutions internationales, notamment des Nations Unies selon l'exécutif. Il s'occupera également des délits économiques. Dans le reste de l'actualité, triste anniversaire au Soudan. Cela fera un an que le pays est en proie à une guerre meurtrière. Le 15 avril 2023 marque le début du conflit entre l'armée et les forces de soutien rapide. Une guerre qui illustre la rivalité de deux généraux, le général Al-Bourhan à la tête de l'armée et le général Mohamed Hamdan Daglo, commandant des forces paramilitaires. Une année de violence qui ont fait des milliers de morts. À ce lourd bilan s'ajoutent également plus de 6 millions de déplacés internes selon les chiffres de l'ONU.
Des affrontements qui ont aussi contraint des millions de Soudanais à fuir vers les pays voisins, notamment vers le Tchad. Malgré les multiples initiatives diplomatiques, l'espoir d'un retour à la paix semble encore loin. Les belligérants pourraient néanmoins se retrouver autour de la table des discussions dès ce 18 avril en Arabie Saoudite. Le président de transition du Gabon, Brice Oligui Nguema, poursuit sa visite en Côte d'Ivoire. Le chef de la junte est arrivé à Abidjan ce jeudi. Dès son arrivée, il s'est entretenu avec le président ivoirien Alassane Ouattara. L'occasion pour les deux dirigeants de passer en revue les liens unissant leurs pays. Ce vendredi, le général devrait visiter le Centre national de recherche agronomique. Nous retrouvons sur place notre correspondante Marcel Kouassi. Le général Brice Oligui Nguema, président de la transition gabonaise, effectue une visite de travail en Côte d'Ivoire du 11 au 13 avril 2024. Cette visite de travail revêt une grande importance en termes de renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. La coopération économique, les investissements bilatéraux, la sécurité régionale et la lutte contre le changement climatique sont au menu de ces échanges entre le chef de l'État gabonais et le président ivoirien Alassane Ouattara. Cette visite de travail du président de la transition inclut l'exploration du savoir-faire agricole ivoirien au Centre national de recherche agronomique CNRA, ce qui pourrait ouvrir la voie à des échanges d'expertise et de technologie dans le domaine agricole entre la Côte d'Ivoire et le Gabon, dans un contexte où l'agriculture joue un rôle crucial dans le développement économique et social des deux pays. Par ailleurs, la rencontre avec les communautés gabonaises résidant à Abidjan permettra au président de la transition de témoigner de son soutien et du renforcement des liens entre les communautés gabonaises vivant en Côte d'Ivoire, favorisant ainsi la relation fructueuse et durable entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Depuis Abidjan, Côte d'Ivoire, Marcel Kouassi, Esther Conan pour Africa 24. Miser sur la transformation agricole pour créer des emplois et de la richesse, c'est la stratégie qu'entendent déployer les autorités de transition en Guinée. Au vu des multiples atouts dont le pays dispose, le secteur pourrait contribuer davantage au produit intérieur brut. Outre les conditions climatiques, la Guinée détient aussi un potentiel en terres arables. Nabila Kamara. Pour une transformation agricole, vecteur d'emploi et de création de richesses en Guinée, le secteur privé peut jouer un rôle central dans la valorisation des produits agricoles. La Guinée regorge d'un immense potentiel agricole et malgré l'augmentation de la production locale due à la démographie galopante et à l'urbanisation poussée, le pays reste dépendant de l'importation des denrées les plus consommées. Aujourd'hui, voyons les statistiques d'importation de riz. Le secteur privé a besoin d'être associé à la définition des politiques publiques en termes de régulation, en termes d'incitation, en termes de structuration des filières. Selon les statistiques de la Société nationale de développement agricole, le pays perd entre 25 et 40% de sa production locale dans l'acheminement des produits. Au-delà de la création d'un cadre institutionnel et réglementaire favorable, le secteur a besoin de véritables investissements. La Banque mondiale va intervenir à travers un projet de désenclavement de plusieurs zones rurales de la Guinée en injectant 57 millions de dollars américains dans le secteur. Ce projet met l'accent sur un volet extrêmement important qui vient d'être évoqué. On ne peut pas parler d'agriculture commerciale sans parler d'infrastructures logistiques et de mise en marché. Donc ce projet prévoit 57 millions de dollars pour le désenclavement des zones de production et des infrastructures logistiques. Cette initiative est une opportunité qui va servir de vecteur d'emploi et de création de richesses en Guinée. La transformation locale des produits permet de créer des emplois locaux, de générer des revenus supplémentaires pour les populations, de réduire les coûts des importations et de promouvoir la diversification de l'économie guinéenne.
Un peu d'histoire à présent avec la découverte de Cidade Velha au Cap-Vert, située sur l'île de Santiago. La ville était autrefois un carrefour du commerce international de par sa position géographique, position qui a aussi fait de Cidade Velha un lieu important de la traite négrière. Un site historiquement chargé donc qui lui a valu son inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Reportage de notre envoyé spécial Efti Ounou. Elle fait partie des sites touristiques mémoriels les plus visités par les touristes de passage au Cap-Vert. Ribeira Grande fut rebaptisée vers la fin du XVIIIe siècle Cidade Velha, qui veut dire en français la ville antique. Cette cité historique est située à environ 15 km de Praia, sur l'île de Santiago. Classée patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO en 2009, Cidade Velha constitue la première ville coloniale construite par les Européens sous les tropiques. Elle fut la capitale du Cap-Vert. Remarquable grâce à sa structure, tout visiteur africain est bienvenu sur cette cité fortifiée par le condensé de l'histoire de l'humanité. Ce site offre une plongée dans l'histoire de la traite négrière transatlantique entre le XVIe et le XIXe siècle. Cidade Velha a une architecture structurée en 3 types d'infrastructures, notamment militaires, constituées de 6 forts, infrastructures religieuses matérialisées par la construction de nombreuses églises par mètre carré d'habitants comme en Europe, et des infrastructures civiles offrant une carte postale d'une ville en Afrique au sud du Sahara, construite sur le modèle européen. Vous avez vu, à longueur de journée, il y a des gens qui viennent visiter le site pour connaître davantage l'histoire que je vous ai racontée. Parce qu'il ne s'agit pas exclusivement de l'histoire du Cap-Vert, mais il impacte nous tous, tout Africains que nous sommes, pour montrer qu'on a contribué à l'humanisation du monde. Et cet espace, c'est pratiquement la poule aux œufs d'or du gouvernement capverdien. Moins de 100 ans après sa découverte en 1460, ce site touristique s'est doté d'une cathédrale en 1530. À cause de la traite transatlantique, le Portugal a été l'une des plus grandes puissances économiques de l'Europe. Cidade Velha a été le premier modèle de capitale portuaire africain sur la côte. Vous allez voir qu'il y a plusieurs forts, des points qui sont là. La Maison Bleue là-bas, c'était l'un des plus grands forts côtiers. De l'autre côté, sur la pointe que vous voyez là-bas, il y avait un très grand fort. Et la Maison Blanche que vous voyez là-bas, c'était aussi un très grand fort. Donc il y avait des murailles aussi pour enfermer la ville. Cidade Velha abrite une place de marché et de vestiges, notamment de monuments uniques qui existent dans toute l'Afrique au sud du Sahara. Il s'agit du pilori, lieu de punition des esclaves. En 2025, le président de la République du Cap-Vert compte organiser une rencontre internationale sur l'importance du tourisme culturel et mémoriel dans le cadre de l'économie culturelle afin que ceux-ci participent à la production de la richesse nationale et génèrent des emplois pour l'économie créative. Du sport pour finir avec le championnat d'élite senior dames de basketball au Cameroun. L'équipe de l'université de Douala s'est retrouvée en difficulté dans le cadre de la phase aller du Final Four. UDLA a essuyé une nouvelle défaite, cette fois-ci face à Overdose Upstation le 7 avril. L'équipe s'est inclinée sur un score de 54-67, compte rendu de ce match avec Christian Djimadou. Université de Douala connaît une saison 2024 assez difficile après le départ de ses cadres. Josiane Chemele, meilleure scoreuse du championnat camerounais en 2022 et 2023, désormais sociétaire d'avenir de Rennes en France, ou encore Larissa Mbong, allait prêter main forte à Baptiston Dan Foundation, leader de la phase régulière du championnat national. Durant la saison régulière, Université de Douala s'est qualifiée pour le Final Four en se classant 4e sur 8. Arrivé à cette étape de la compétition, l'aventure vire au cauchemar pour le coach Ivan Goug et ses filles battues en 3 matchs. Apprentissage à un coup. Nous avons rajeuni l'équipe à 80%. Nous avons des jeunes joueuses qui sortent des championnats régionaux et des championnats juniors. Il leur faut du temps. Nous en sommes conscients et je pense que pour les retours, déjà, elles auront appris. On fera mieux. Et certainement pour la saison prochaine, elles seront plus aguerries. Après 2 défaites contre Daniel Baptiston et Forces armées et police, l'Université de Douala a été condamnée à ne pas perdre le 7 avril 2024
contre Overdose Upstation pour se donner une chance de terminer vainqueur. Mais l'équipe s'est inclinée 54-67. Ses leaders Williams Amayaba, Celia Yudom et Laetitia Ndombela, capitaine, finissent la phase allée du Final Four à bout de souffle. Oui, effectivement, c'est ce qui a manqué. Nos 3 joueurs 4 n'étaient pas en superbe forme. Bon, on va mettre ça sur le coup de la fatigue parce que elles ont enchaîné 3 matchs où elles ont joué pratiquement 40 minutes chacune. C'est clair qu'au 4e match, elles ont laissé les plumes. Donc, on va essayer de travailler sur le rendement du banc de touche pour que le banc de touche qui entre, que lorsqu'on a égalité, on ne prenne pas 10 points. Qu'elles essaient de progresser sur le plan individuel et aussi sur le plan collectif. Pour l'instant, la dernière équipe au classement, Université de Douala, va disputer la phase retour du Final Four du 19 au 21 avril 2024 à Douala. Même en cas de victoire aux 3 matchs de la phase retour, le titre de champion du Cameroun 2024 est perdu pour les étudiantes. La course au titre se joue davantage entre Forces armées et police, invaincu en 3 matchs, et Daniel Baptiston, qui compte 2 victoires. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.